que vous me permettiez une petite disruption. Si on pouvait peut-être un petit peu se lever et applaudir, ça va nous réveiller parce que, pour ma part, je m'endors avec les gouttes de pluie. Donc, là, dans la longueur, ça fait 1 heure que nous sommes assis. Et si, ou soit vous pouvez rester assis et applaudir, mais je me lèverai moi. Parce que j'ai besoin de me donner un petit coup de boost et un petit coup de réveil. Et vous nous applaudissez également. Merci. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous avez bravé le temps pluvieux et ça prouve l'intérêt que vous avez pour cette rencontre du jour. J'aimerais remercier le docteur Paul Cananoura ainsi que toute l'équipe de l'Institut Africa pour leur invitation. L'occasion m'est donnée ce jour de m'exprimer sur un sujet fort intéressant qui est la rupture systémique et stratégique qui nous permettent de repenser les conceptions politiques, géopolitiques, sécuritaires, diplomatiques en Afrique. Et pour rendre cela ludique, je vais plutôt, et beaucoup de choses ayant été dites par mes confrères copanélistes, je vais plutôt traiter la problématique de manière découpée en 3 parties. C'est-à-dire que chaque partie, je dirais, tiens, voilà la rupture, voilà le problème, voilà le petit coup d'œil dans le rétroviseur historique sur ces questions, et voilà la solution. Comme ça, ça va être un peu plus dynamique et un peu plus ludique. Donc, mesdames, messieurs, distingués invités, chers amis, nous sommes à un tournant décisif de l'histoire africaine. Mes copanélistes l'ont dit, la Confédération des États du Sahel incarne une volonté de rupture avec des schémas hérités de la colonisation, certes, mais hérités aussi de plusieurs éléments qui sont aussi traditionnels et culturels dans nos pays africains, souvent imposés, qui ont longtemps conditionné nos trajectoires politiques, économiques et sécuritaires. Mais poser une rupture ne suffit pas. Il faut la structurer. Il faut l'incarner et l'ancrer dans une vision stratégique durable. Une rupture systémique, c'est quoi? C'est sortir du piège de la dépendance structurelle. Tout à l'heure, mon copanéliste disait d'innover, de penser en dehors de la boîte, de pouvoir repenser les modèles économiques. Et c'est ça une rupture systémique. Ainsi, le problème que nous avons connu actuellement, c'est une dépendance économique, institutionnelle, persistante. L'Afrique continue de dépendre des institutions financières internationales. Le FMI, la Banque mondiale, les organisations internationales, les Nations unies. Nous avons encore des monnaies contrôlées hors du continent africain, le franc CFA, et des modèles économiques axés sur l'exportation brute des matières premières. L'un des piliers de cette transformation est la fin de la dépendance monétaire et financière. Pour illustrer mon propos, un petit coup d'œil de rétroviseur sur l'histoire. L'Algérie, en pleine guerre d'indépendance, a procédé en 1971 à une nationalisation stratégique du secteur des hydrocarbures, mettant fin ainsi à la mainmise des compagnies françaises. Quels ont été les résultats de ces actions-là? En quelques années, le pays a repris le contrôle de ses ressources, structuré une économie nationale et posé les bases de son industrialisation en développant un réseau d'institutions financières nationales. La leçon pour la Confédération des États du Sahel, c'est que l'autonomie économique est un levier de souveraineté. Il est temps de repenser le système monétaire, repenser le système financier, les circuits de financement, donc les tuyaux où l'argent passe, et également le contrôle sur les ressources stratégiques. Donc, des solutions déjà en discussion dans ce cadre, c'est le développement de cette autonomie économique.
Donc ça peut passer par la création d'une banque centrale régionale indépendante pour pouvoir contrôler les flux financiers. Mais la véritable question ici, qu'est-ce que c'est la véritable question ici? C'est comment assurer le contrôle national du système financier pour permettre l'allocation de ces ressources dans les secteurs qui vont permettre le développement économique, le développement industriel, et avec des taux de change qui correspondent à la réalité. Ça aussi, c'est important. Le développement des chaînes de valeur locales, en transformant nos ressources sur place. Le Nigeria avec les raffineries du pétrole en est un exemple. La Côte d'Ivoire avec la transformation du cacao en chocolat en est également un autre. Les investissements dans la souveraineté alimentaire, en réduisant les importations massives des denrées de base comme le riz, comme le blé, au profit d'une production locale. Deuxième changement de conception géopolitique important, c'est de passer de la fragmentation à la puissance collective. Et tout à l'heure, aussi mon copanéliste le disait, l'Ubuntu africain, être ensemble, agir en bloc. Une Afrique aujourd'hui, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est une Afrique géopolitiquement divisée. L'Afrique est souvent fragmentée dans ses négociations internationales, ce qui affaiblit son poids politique. Par exemple, lors des négociations climatiques ou économiques, chaque pays négocie individuellement au lieu de parler d'une seule voix. L'exemple récent qui est intéressant, c'est la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Ça marque certes un pas vers cette intégration économique continentale si pleinement mise en place. Elle pourrait augmenter le commerce intra-africain de 52% et réduire la dépendance au marché étranger. Donc, quelle est la solution? La rupture aujourd'hui, c'est de construire des blocs stratégiques. Et ces blocs stratégiques, c'est harmoniser les politiques étrangères et commerciales régionales pour négocier en bloc sur les marchés mondiaux. Créer des infrastructures de connexion intra-africaine, comme le corridor ferroviaire panafricain, pour faciliter les échanges commerciaux et réduire le coût logistique. Valoriser les alliances sud-sud, en renforçant nos partenariats avec des puissances aussi comme le Brésil, la Turquie, l'Inde, au lieu de toujours dépendre des relations avec l'Europe, la Chine, les États-Unis. Troisième rupture, ma précédente copanéliste l'a abordé beaucoup sur l'architecture sécuritaire. C'est un problème dans l'insécurité chronique sous-traitée aux pays étrangers. Les États africains ont trop longtemps sous-traité leur sécurité, dépendant d'acteurs extérieurs qui dictaient leur agenda. La lutte contre le terrorisme, les conflits internes, est souvent confiée à des forces étrangères, comme la présence des opérations Barkhane, voilà, je ne répéterai pas ça, mais cela limite la souveraineté et crée une dépendance sécuritaire. Coup de rétroviseur sur le passé. L'exemple de l'Égypte sous Gamal Abdel Nasser est un cas d'école que j'enseigne parfois aussi dans les écoles où j'interviens. Face aux pressions internationales et à la domination des anciennes puissances coloniales, Nasser a décidé en 1956 de nationaliser le canal de Suez, mettant fin à un contrôle étranger qui limitait la souveraineté. Conséquence de cette décision a créé une crise internationale. C'est ainsi que n'ayez pas peur de décisions qui font mal. Les décisions qui font mal créent des crises, engendrent des crises. Mais ces crises ont permis de réaffirmer la souveraineté égyptienne et ont ouvert la voie à une nouvelle diplomatie beaucoup plus indépendante pour le pays. La leçon pour les pays de la CES, c'est de construire une architecture sécuritaire propre, avoir une armée intégrée, des alliances stratégiques choisies et un contrôle total des infrastructures stratégiques. Et l'exemple concret, c'est la montée en puissance quand même des forces locales au Mali et au Burkina Faso face au retrait des
des forces Barkhane. Ces pays ont renforcé leur coopération militaire, certes avec d'autres partenaires, la Russie, la Turquie, le Maroc, le Qatar, etc., et mis en place des politiques de conscription et de formation des troupes. Mettre en place aussi des politiques de cybersécurité offensive, c'est extrêmement important, car la guerre de demain sera aussi numérique, sera également spatiale. Quatrième et dernière rupture, c'est la rupture diplomatique. Il faut que nous sortons du suivisme, aller vers un leadership stratégique. Le problème, c'est que nous avons une diplomatie de réaction au lieu d'une diplomatie proactive. Il est temps de mettre fin à la posture de subordination diplomatique et de construire une diplomatie beaucoup plus offensive. C'est peut-être mon côté guerre économique, mais une diplomatie offensive. L'Afrique subit souvent les décisions prises par d'autres instances telles que l'ONU, le G20, l'Union européenne, sans influencer réellement les grandes orientations. Certes, récemment, nous avons l'Union africaine qui a obtenu un siège auprès du G20 en 2023, ce qui représente certes une avancée diplomatique. Mais cela ne suffit pas. Il faut une capacité réelle d'influence. Et je vais vous raconter cette histoire parce que j'ai été, il y a quelques années, nommée par le président Abdou Diouf comme porte-parole des pays du Sud auprès du G20 pour la francophonie. Et dans cette négociation, nous allons à Moscou et il y a le groupe de travail sur le développement du G20. Et pendant 3 jours, nous sommes que 3 Africains dans la salle, donc l'Afrique du Sud qui est membre du G20, donc je ne compte pas l'Afrique du Sud. Mais donc il y avait un représentant du Commonwealth et un représentant de l'OIF qui était moi. Et là, nous sommes dans cette réunion. Pendant 3 jours, on nous montre des tableaux avec des couleurs rouge, jaune, vert, orange. Et ça, c'était l'état de la coopération avec les pays africains. Il y avait des millions et des millions qui partent du G20 et qui vont sur le continent, dont nous n'avons aucune idée, qui vont je ne sais pas où, chez qui, et ils étaient en train de parler et d'évaluer ce type de projet, et nous ne sommes pas au courant. Donc, ils sont en train de parler, de vouloir nous aider sur des projets pour nous. Sans nous, est-ce vraiment pour nous? Je continue. Un cas marquant est celui de la Turquie. Et qu'on aime, on apprécie ou pas Erdogan, il a su imposer son agenda international en multipliant les alliances non conventionnelles, en utilisant le soft power comme levier, en investissant dans l'Afrique et en développant son industrie militaire et en diversifiant ses partenariats. La Turquie a transformé sa position internationale. La leçon que l'AES semble avoir bien compris là-dessus, c'est que la diplomatie ne se mendie pas. La diplomatie ne se mendie pas, elle se construit. La CES est en train de structurer une politique étrangère, certes basée sur une vision, une autonomie dans les choix d'alliance et une capacité de négociation accrue. Quelles sont les solutions? Les solutions, c'est pour développer une diplomatie puissante, c'est de créer des académies diplomatiques stratégiques africaines pour former des négociateurs capables de défendre nos intérêts sur la scène internationale. Avoir une politique d'influence structurée en finançant des think tanks, comme l'Institut Africa, donner de l'argent à l'Institut Africa. Des médias africains capables de porter un narratif alternatif à celui imposé par les puissances internationales. Utiliser la diaspora comme un levier diplomatique, en engageant les Africains à l'étranger dans des stratégies d'influence. Très important. Le Bénin, le Togo, le Sénégal ont énormément de diplomates au cadre dans les organisations internationales. C'est une force d'influence. C'est des gens qui en sont capables d'aider les pays dans leur stratégie diplomatique. Pour conclure, la rupture systémique
dont il est question est un impératif. Elle n'est pas une utopie, mais une nécessité stratégique pour garantir un futur où l'Afrique décide pour elle-même. Nous sommes à l'aube d'un basculement géopolitique majeur. L'Afrique n'a plus le choix. Elle doit rompre avec les schémas du passé pour bâtir son propre modèle de puissance. Une intelligence stratégique endogène africaine. Et je vais répéter cela. C'est une intelligence stratégique endogène africaine. Cela exige une vision audacieuse, une capacité d'exécution implacable et un engagement collectif inébranlable. Beaucoup de dirigeants africains qu'on voit passer à la télé en ce moment proclament leur volonté d'indépendance, mais sans structure politique, sans structurer une politique économique, militaire, diplomatique et sociétale cohérente, culturelle cohérente. Ce ne sont que des paroles. La prise de conscience ici, il ne suffit pas de dénoncer la dépendance extérieure. Il faut bâtir des solutions viables et alternatives. La souveraineté ne se décrète pas. La souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit. Aujourd'hui, l'Afrique ne demande plus la souveraineté en réalité. Aujourd'hui, l'Afrique ne demande pas la souveraineté. Elle l'impose. Je vous remercie.